Bonjour, nous sommes le mercredi 7 avril 2021. Je vous rappelle que la journée d'hier s'est déroulée avec de la neige, et oui, nous sommes bien au printemps, de la neige, et qu'aujourd'hui nous avons encore eu des retombées de neige pendant la nuit, et bon, à cette heure-ci, quasiment tout a fondu. Il ne reste presque plus rien. On voit des légères petites traces de neige, mais ça fait déjà 2 jours qu'il a neigé. Et donc le 6 avril, je dirais plutôt le, le lundi 5, non, le mardi 6 avril et le mercredi 7 avril, il a neigé. Il a neigé, en tout cas dans ma région. Je ne sais pas si dans d'autres régions il a neigé, mais en tout cas il y a eu un courant polaire, un froid polaire qui est arrivé et qui a déchargé un petit peu, je veux dire, de la neige sur le territoire. Et donc on a pu apercevoir des paysages enneigés avec une forme de gel, hein. Bon, il fait froid, hein. Quand vous sortez, vous devez mettre, bien sûr, vous habiller en conséquence. Alors ici, je vous propose un petit problème. On a deux sacs contenant donc 20 et 60 billes identiques euh, qui sont placés à une certaine distance. Et là, ouais, il manque une lettre. On double, on double On double celle-ci pour maintenir inchangée la force d'attraction gravitationnelle entre les sacs, virgule. On ajoute et on retire des billes dans les sacs. Point d'interrogation. Ouais, donc ça c'est une question, hein. On ajoute et on retire des billes dans les sacs. Alors ça c'est une question, on ne sait pas si on ajoute ou si on doit en retirer. Préciser une façon de faire en indiquant le nombre de billes ajoutées ou retranchées. Donc la question est posée, ça veut dire, bon, il vous demande s'il faut déjà d'abord un retranché ou rajouter des billes. Alors je vais lire une seconde fois parce que ça vaut la peine de lire le problème. Une seconde fois pour commencer à bien mettre les choses en place. Donc on a deux sacs contenant 20 et 60 billes. Donc c'est clair et net. On a deux sacs séparés, l'un contenant moins de billes que l'autre et en contenant 3 fois plus. Donc un sac contenant 20 billes et l'autre 60 billes. Elles sont identiques. Attention que ce terme-là n'est pas rajouté euh, euh, pour rien. On n'a pas rajouté voilà, ce qualificatif-là de identique pour rien. On l'a rajouté parce que ça a à voir avec voilà, les billes. Les billes, ça veut dire qu'elles sont identiques. Ça veut dire s'il y a une bille qui pèse autant, eh bien 20 billes pèseront autant. Eh bien 60 billes pèseront un multiple des 20 billes. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que toutes les billes ont comment est-ce qu'on appelle ça, la même valeur de masse. Même valeur de masse. Donc on peut considérer on peut avoir des billes unitaires, une unité de masse. Par exemple, une bille pèse 20 grammes. Ça veut dire que 20 billes pèseront 20 grammes. Si une bille pèse 2 grammes, ben 20 billes pèseront 40 grammes. Parce que toutes les billes sont du même, euh, ont la même valeur de masse. Voilà. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on a deux sacs contenant l'un 20 billes, l'autre 60 billes de même masse. Elles sont placées à une certaine distance. Donc on les a séparées, on les a mis à une distance bien précise. Et on dit qu'on double celle-ci. Qu'est-ce qu'on double? Ben, c'est la distance qui est doublée. Ouais, on double celle-ci. On sont placés à une certaine distance. On double celle-ci. Il parle de la distance. Pour maintenir inchangée la force d'attraction gravitationnelle entre les sacs. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, quand vous avez compris ça, c'est juste que vous prenez deux sacs, vous les mettez à distance. C'est juste ça, hein. Voilà. Mais ce qu'il vous dit, c'est que physiquement parlant, euh, il y a, bien sûr, la force d'attraction gravitationnelle va changer. Alors il vous pose la question, si on ajoute ou on retire des billes dans les sacs, et il vous demande de préciser, soyez plus précis, euh, et de déclarer une façon de faire en indiquant le nombre de billes ajoutées ou retranchées par rapport aux deux sacs, hein. Donc voilà, il faut faire ce problème-là. Bon, mais avant toute chose, il y a des explications à donner à tout ça. Parce que bon, la première des choses, c'est que
l'espace a toujours été scruté. L'espace. Donc, je vous rappelle qu'on est sur Terre. La Terre, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est que un domaine de l'espace. Dans l'espace. Alors, comment est-il cet espace? Bon, on n'en connaît que ce qu'on voit. Ce qui est perceptible. Il y a des choses qui ne sont pas perceptibles, qu'on ne sait pas ce que c'est. Enfin, qu'on ne sait pas. Parce que ce qui a toujours été difficile de découvrir, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce qui apparaît, bon, à la rigueur, on peut faire voilà, des laboratoires sur ce qui apparaît et savoir ce que c'est. Mais il y a des choses qu'on ne perçoit pas. Parce que on dit que l'univers, on ne sait pas où ce qui va l'univers. Peut-être que l'univers, on a peut-être plusieurs univers, derrière des univers. Et, et peut-être que là-bas, les lois ne sont peut-être pas universelles. On n'en sait rien. Personne n'en sait. Parce que personne ne sait déjà ce qui se passe derrière l'univers. Donc, les lois sont universelles. Du moins, les lois physiques. Mais les lois physiques sont universelles dans un domaine. Dans un domaine. Les lois physiques sont universelles dans un domaine. Encore faut-il savoir quel domaine, parce que personne ne sait comment est l'univers. Hein. Enfin, comment on appelle, ouais, si, comment est l'espace qui entoure la Terre. La Terre n'est qu'une partie d'un domaine. N'est qu'une partie d'un domaine. Et le vrai domaine, personne ne le connaît. Est-ce qu'il est infini? Ça, je ne sais pas, j'en sais pas plus, je peux pas dire. Hein. Soit il est fini, ou soit il est infini. Il y a deux cas de figure. On ne sait pas. S'il y en a un qui dit qu'il est fini et qu'il est vraiment fini, ben, il ne s'est pas trompé. S'il y en a un qui dit bon, qu'il est infini alors qu'il est vraiment infini, ben, il ne s'est pas trompé non plus. Donc, s'il y en a un qui dit, maintenant si je prends deux personnes, il y en a un qui dit qu'il est fini, l'autre qui dit qu'il est infini, mais voilà, une des deux aura raison, parce que bon, soit il est fini, soit il est infini. Donc, ça ne se discute pas au pif. Personne ne sait dire s'il est fini ou infini. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que dans l'univers que l'on connaît, que l'être humain connaît, au travers des études qui ont été établies, ben, l'univers, possède des lois universelles. Et ces lois universelles sont valables dans l'univers connu. Maintenant, s'il y a un univers qui n'est pas connu, peut-être que les lois universelles sont ne seront pas utilisées là-bas. Hein. Voilà, ne seront pas utilisées. Alors, pourquoi je vous dis ça? Il y a une simple et bonne raison que si vous êtes sur... Maintenant, je vais redescendre sur Terre. Je vais me positionner sur Terre. Eh bien, sur Terre, il y a des lois qui sont les lois universelles, universellement admises par les grands scientifiques et qui sont valables dans tout l'univers. Elles sont valables dans tout l'univers. Alors, de tout temps, les êtres humains ont voulu scruter le ciel. Le ciel. Bon, ils étaient, on va dire, ébahis par ce qui était au-dessus d'eux. Ils étaient situés sur Terre. Bon, ils savaient quand même des choses sur Terre. Pas grand-chose, mais des choses. Et ils ont scruté le ciel. Pour voir quoi? Que, bon, ils avaient un environnement, on va dire, qui était le firmament, avec des étoiles, et des planètes. Donc, ils se sont intéressés, par curiosité, à ce qui les entourait, dans le ciel. Et de nombreuses personnes ont fait ça avec des lunettes astronomiques, ont scruté le ciel. Et puis après, ça a été avec des appareils plus sophistiqués pour voir de plus en plus loin. Mais voir de plus en plus loin, ça ne veut pas dire... Bon, ils prennent des zones et ils scrutent une zone. Hein, ils scrutent pas tout voilà, ils scrutent une zone. On scrute une zone et on s'intéresse dans un domaine. Voilà, c'est encore une fois, scruter une zone, c'est établir un domaine. Hein. Et dans ce domaine, c'est rechercher ou s'intéresser à des éléments par, bien sûr, des ondes. C'est le phénomène des ondes qui vont donner des caractéristiques de ce qui se passe dans l'espace, dans le trop éloigné. Maintenant, on peut envoyer des engins spatiaux et les envoyer à un temps défini et qui va nous ramener des informations sur le long cours. Parce que tant qu'elle voyage, comment tant que l'appareil voyage, comment on appelle ça,
L'engin spatial, tant qu'il voyage, il peut, tant qu'il sait communiquer et qu'il sait renvoyer des informations, tant mieux. Donc, elles sont prises en compte par un centre, je veux dire, de télécommunication qui va envoyer toutes les informations, on va dire, acquises, les informations acquises. Donc, c'est de l'acquisition de données, hein. Ils font de l'acquisition de données, et puis l'acquisition de données, ils transmettent ça aux scientifiques. Les scientifiques font de l'analyse de toutes ces informations-là pour savoir bon, ce qui s'y passe. Donc c'est une histoire d'acquisition de données. Mais vous savez que, en fait, quelque part, comment les informations vont nous parvenir, bien sûr, c'est par l'intromise des ondes. Des ondes. Donc, ce qui veut dire qu'il existe des ondes. Il y a l'existence des ondes. Donc ça veut dire que dans l'univers, il y a l'existence des ondes. Il y a l'existence des ondes. Mais en fait, si on creuse un peu plus loin, il y a l'existence de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que l'univers est un domaine. C'est un domaine. Et que dans ce domaine, il y a ce qu'on appelle une variété. Il y a une variété dans ce domaine. Et la variété fait que vous aurez de la variété de toutes choses. De toutes choses. Par exemple, si je prends la Terre, vous allez avoir des plantes de diverses variétés. Il n'y a pas qu'une seule forme de plante. C'est pour la variété, c'est une richesse. C'est pour parce que si l'être humain ne vivait qu'avec un seul type de fleurs, bon, ce serait un petit peu embêtant. Non, il y a la variété des fleurs, il y a la variété des arbres, il y a la variété des poissons, il y a la variété des animaux, il y a la variété de ce qu'on veut. Mais il existe aussi une variété physique. Et ça, il faut le savoir. Il faut savoir qu'il y a la variété physique. Tout comme il y a la variété de la matière, variété chimique, il y a la variété physique. Donc dans un domaine, on rencontre une variété physique. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi cette variété physique? Mais c'est la variété, par exemple, si je prends le cas de l'électricité, on a l'existence d'électricité. On a l'existence d'ondes. Et on a l'existence de matière. On a l'existence de force. On a l'existence de beaucoup de choses. D'où, si vous allez rechercher dans le système d'unité, dans le système d'unité se retrouvent toutes les mesures de, de quantité, voilà, de variété physique. On peut avoir ou variété chimique, hein, ou variété électrique, ou variété ce que vous voulez. Mais en tout cas, on a des unités que l'être humain a établies comme base. Par exemple, je vais prendre par exemple l'intensité du courant électrique. Moi, ça c'est dû au mouvement des électrons. euh, les électrons circulant dans un conducteur, une certaine quantité d'électrons fait ce qu'on appelle un courant électrique. Alors si je parle de flux magnétique, là, c'est une caractéristique propre aux matériaux où on a une inductance. Et quand on a une inductance, on a des phénomènes magnétiques. Et donc on a l'apparition de ce qu'on appelle un flux, l'existence d'un flux magnétique. Bien sûr, pour ça, il faut qu'il y ait une induction et une certaine surface. Voilà, une induction, une surface. Une certaine surface, une induction, ça va donner un flux magnétique. Je peux prendre par exemple une densité de charge électrique. Voilà. Ça, c'est le nombre de coulombs par mètre cube. On a le nombre de coulombs par mètre, le nombre de coulombs par mètre carré, le nombre de coulombs par mètre cube. On peut avoir le potentiel électrique, ou la différence de potentiel électrique, ou la force électromotrice qui va s'exprimer de Monsieur Volta, en volts. Bref, ici j'ai donné quelques grandeurs électriques. Je pourrais donner par exemple le moment cinétique, qui est voilà, le moment cinétique qui est le kilogramme mètre carré par seconde. C'est une unité mécanique. Donc vous voyez que le système d'unité va mettre en place des bases pour mesurer, si vous voulez, des unités correspondantes à une grandeur physique, une grandeur électrique, une grandeur d'onde, parce que les ondes aussi ont leur grandeur, hein. Il y a les ondes, hein. Dans les ondes, on retrouve des grandeurs dans les ondes. Euh, voilà, dans les ondes, on a la luminance, l'excitance, l'éclairement, la quantité de lumière. Voilà, ça c'est déjà pour la lumière. Voilà, on peut avoir aussi les activités radionucléides, les doses absorbées, les équivalences de doses, les expositions rayons X, rayons gamma, tralali, tralala. Bon, en électricité, j'ai vu aussi quelques
grandeurs comme la permittivité électrique, la permittivité, je verrai la perméabilité magnétique, la résistance électrique, la conductivité électrique, voilà le moment électrique, le moment magnétique, les forces magnétomotrices. Euh, bon, et voilà. Je vous rappelle que je ferai une petite vidéo sur l'électricité et je vous dirai que l'électricité a donné des grands savants comme Ampère, Ampère, il y a eu qui? Monsieur Ampère, Monsieur Coulomb, Monsieur Henry, Monsieur, ça, ce sont toutes. Ouais, si je prends Ampère, Ampère c'est le courant, hein. Volta c'est le volt, la tension. Le Henry c'est la self. Le, comment on appelle ça? Il y a eu Farad avec, je crois, l'électrolyse, Monsieur Faraday. Voilà, Faraday. Le condensateur est donné en Farad. Mais je crois qu'il s'est occupé de l'électrolyse. Faraday, il y a Henry, Farad. Or, il y a Monsieur Ohm, Georges Ohm, Georges Ohm, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est tous les grands scientifiques qui ont donné, bien sûr, euh, des unités. Mais vous comprendrez que qu'ils ont donné, parlant du fait qu'ils ont une unité à eux, pour ces messieurs, on leur a donné une unité. Je pourrais rajouter des grands noms, hein. Bon, je n'ai mis que ceux-là. Je pourrais en rajouter des grands noms, c'est des grands noms qui ressortent en électricité. Mais sachez que on a la permittivité électrique qui est en farad par mètre. Donc vous voyez qu'on a le condensateur, la capacité d'un condensateur ou d'un conducteur qui est en farad, eh bien on le retrouve aussi pour la permittivité électrique qui est en farad par mètre. La perméabilité magnétique, ben, c'est en Henry par mètre, et la résistivité électrique est en ohm par mètre. Et si je prends la conductivité électrique, elle est en Siemens par mètre, et si je prends le moment électrique, il est en coulomb par mètre. Et si je prends le moment magnétique, il est en ampère par mètre carré, et si je prends la force magnétomotrice, elle est en ampère tour. Et sur les ondes, on peut aussi avoir voilà, l'éclairement, le luxe, le lumen, etc., etc. Tout ça, c'est pour vous dire quoi? Mais je viens de donner voilà, la vérité, la variété. La variété, c'est de l'électricité, c'est des caractéristiques électriques, ce sont des caractéristiques des ondes. Par exemple, si je prends un conducteur, il y a une résistance, il y a une propriété intrinsèque au conducteur qui est la résistivité. Sans résistivité, on ne peut pas parler de résistance. Et tout matériau a une résistivité. Donc, le fait de l'existence même du matériau a fait en sorte qu'il a une propriété électrique de résistivité et donc fatalement de résistance. Alors, en fonction de sa résistivité, il sera soit un isolant ou comment est-ce qu'on appelle ça, un mauvais conducteur, un bon conducteur, un très bon conducteur, je ne sais pas comment on peut classer ça, mais en tout cas, on aura dans une gamme, voilà, eh bien, ici en physique, c'est pareil, hein. La physique, ce n'est qu'un un domaine des sciences pour lequel elle va s'intégrer, voilà, comme facteur on va dire, scientifique, comme facteur scientifique. La physique est un facteur scientifique comme l'est le facteur électrique, le facteur d'onde, le facteur de matière, le facteur de force. Tout ça, ce sont des grandeurs qui constituent la variété, la variété scientifique dans un domaine qui est universel. Maintenant, le domaine universel, je ne sais pas jusqu'où va l'univers et où ces lois s'arrêtent. Parce que peut-être qu'il existe un autre monde dans lequel on n'a plus ces lois-là. Ça, personne n'en sait quoi que ce soit. Mais en tout cas, dans l'univers, on a ces lois-là. Ce qui veut dire que les premières personnes qui ont voulu scruter l'univers, c'était pour rechercher, pour s'intéresser à ce qui se passait dans l'univers. Mais il est apparu clairement quelque chose que un savant qui s'appelle Monsieur Newton s'est posé des questions. Et s'est posé les bonnes questions. Il s'est dit, bon, tout d'abord, certains avaient des questionnements concernant voilà, le mouvement des planètes. Parce que ce qui intéressait les gens qui scrutaient l'espace, c'était le mouvement des planètes. Ils s'intéressaient au mouvement des planètes. Tiens, comment ça se peut que cette planète-là, elle fait une ellipse? Celle-ci, comment ça se fait qu'elle tourne autour de celle-là? Hein, tiens, celle-là, sa rotation n'est pas la même que l'autre.
et tralala, tralala, celle-ci est plus petite que l'autre, celle-ci est plus éloignée que, voilà, que tel centre, etc. Bon, et alors, ils en faisaient une géométrie, hein. Ils en faisaient une géométrie. Donc, on passait de, de mouvements de planètes vers une géométrie spatiale. À partir de la géométrie spatiale, ben, on a voilà, des cercles, des ellipses, voilà, et on étudie les trajectoires. Mais certains ont recherché certaines choses, mais ne trouvaient pas des réponses. Au niveau des mouvements des planètes, on énonçait des lois, mais certains ne trouvaient pas jusqu'au jour où M. Newton est arrivé. Et lui, il s'est posé des questions, des bonnes questions. Il s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il s'est posé comme question? Elles ont été très simples, ces questions. Mais il a su y répondre. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'était que la masse? Alors, est-ce que la masse est un concept terrestre ou un concept universel? Bon, la première des personnes qui... Enfin, quand je dis la masse et le poids. Quand je parle de masse, c'est masse et poids. Parce que ils vont de pair, hein. La masse et le poids. Ça va de pair. Parler de la masse, bah, quelque part, se cache derrière, en arrière-plan, le poids. Et parler du poids, quelque part, se cache la masse. C'est indissociable. Ils sont indissociables. Ils sont indissociables. Simplement, qu'est-ce qui va faire cette association? Voilà, c'est juste voilà, un coefficient alpha. Coefficient alpha qui dépend du système d'unité, bien sûr, hein. C'est un coefficient alpha. Donc, si vous voulez, le poids n'est rien d'autre que alpha fois m. Donc, c'est indissociable. Parler du poids, c'est parler de la masse. Et parler de la masse, ben, c'est dire c'est P sur alpha. Parler de la masse, c'est dire c'est P sur alpha. C'est parler du poids. Mais il s'est rendu compte de quelques petites choses. Que, tout d'abord, cet alpha n'est pas le même partout. Il dépend, justement, du système d'astres. Alors, il y a deux explications qu'on peut donner. Soit au niveau terrestre, P est égal à alpha m, ou soit au niveau spatial, P est égal à alpha m. Mais le problème, il y a un petit problème à ça. C'est qu'on ne sait pas s'y rendre dans l'espace. Le problème, il est là. C'est que vous scrutez à partir d'un lieu où vous ne savez pas vous déplacer. Surtout à cette époque-là. À cette époque-là, il n'y avait pas de satellite. Enfin, il n'y avait pas d'engins spatiaux pour aller dans l'espace et pour voilà, tirer des enseignements de ce qui se passe dans l'espace. Puis quand il y a eu les premières fusées, on a commencé à scruter l'espace. Voilà, mise en orbite de... Là, on a commencé à voir l'espace de plus en plus. Avec des télescopes géants, etc., etc. On a su retirer plus d'informations. Mais il y a le visible et il y a la présence dans le visible, c'est bien, c'est-à-dire ce qu'on voit par rapport à la Terre. On est sur Terre, on regarde. On fait de l'observation, on regarde, on analyse ce qui se passe dans le ciel. Mais on sait aussi envoyer voilà, des engins spatiaux pour aller voir ce qui se passe dans l'espace. Et aller tirer, par exemple, des échantillons, voir ce qui s'y passe, et faire toutes des études sur tout et n'importe quoi. Mais à l'époque de Newton, sachez qu'ils n'avaient pas de fusée ni quoi que ce soit. Donc c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué. Alors, le tout, à l'époque de Newton, c'est de se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que la masse, qu'est-ce que c'est que le poids, au niveau de l'espace et au niveau de la Terre. Donc, comme la Terre est un domaine de l'espace, il faut que cette loi soit universelle. Elle soit universelle. C'est-à-dire qu'elle soit valable dans l'espace et sur Terre. Bon, maintenant, il faut pas faire. Il y a une erreur à ne pas faire. Et c'est Newton, il ne l'a pas fait cette erreur-là. Newton n'a pas fait cette erreur-là. Et je vais vous expliquer ce qu'il n'a pas fait comme erreur. Alors, si vous voulez discuter de masse, la plupart des personnes qui veulent discuter de masse,
la première chose qu'ils vont faire de masse et poids, la première chose qu'ils vont faire, mais c'est de se dire, oui, mais c'est de le prendre en main. Voilà, ils vont vouloir le prendre en main, c'est comme ça. Pour expliquer ce que c'est qu'une masse, ils vont se dire, ouais, ben, cette masse-là, elle est plus lourde que celle-là parce que quand je le prends en main, ben, il y a plus de voilà, j'ai plus d'efforts pour voilà, on va dire cette boîte. On va prendre des boîtes, hein. J'ai plus difficile avec cette boîte que cette boîte. Donc, lui, par ses sens, il va se dire, oui, la boîte, je vais mettre en plus grand parce qu'ici, voilà, il va se dire la boîte 1 est plus lourde que la boîte 2, de par ses sens. La boîte 1 est plus lourde que la boîte 2. Donc, de par ses sens, il va se dire, il y en a une qui est plus pesante, il y a plus de poids d'un côté, il y a plus de masse d'un côté, il y a plus de masse de l'autre. Ici, distinguer voilà, les notions de masse et de poids, simplement en se disant, bon, celui-ci, il est plus lourd que celui-là. Donc, s'il est plus lourd, c'est qu'il est plus massique, et donc, fatalement, il est plus pesant. Donc, il y a plus de masse et plus de poids d'un côté que de l'autre. Donc, il sait le faire grâce à ses sens musculaires. Au niveau musculaire, il va se dire, bon, si vous mettez 20 kg d'un côté et de 30 kg de l'autre côté, ben, il va se dire, là, il y a 30 kg, il y a plus de masse que les 20 kg, mais en plus de ça, il y a plus de poids. Ça a tendance à tomber du côté des 30 kg et moins tomber des 20 kg. Et ils tombent tous les deux. Mais il y en a qui tombent, je veux dire, il a une tendance à vous pousser, plus au niveau de la main. Donc au niveau musculaire, vous savez faire une distinction masse. Tant ceux qui tombent tous les deux de la... si vous les faites tomber, ils vont tomber tous les deux de la même façon, hein. Bon, ça, c'est pas une question de ça. Moi, quand je vous dis, ça veut dire qu'il y en a un qui va pousser plus que l'autre. Ça veut dire que vous êtes dans votre main, et vous allez avoir une plus grande poussée dans une des mains par rapport à l'autre. Mais ça, le corps, l'esprit, pour quelqu'un de normalement constitué, c'est distingué, ça. Et puis, ça a donné la mesure par balance, hein. À la place de mettre, voilà, deux mains, ben, on va mettre une balance comme ceci. Voilà. À la place de mettre un individu là qui va regarder les deux poids, enfin les deux masses, ici je parle en termes de masse, mais on va faire une balance. Par un balancier. Par un balancier, on va se dire, ouais, la masse à droite est plus pesante que la masse à gauche parce qu'elle balance beaucoup plus. Elle penche par là. Et donc, ça vient de quoi? Ça vient de celui qui a pensé ça au niveau balance. Mais ça, c'est... Newton n'a pas fait ça. Et c'est là le génie, on va dire, de Newton, c'est que lui, il a pensé loi universelle. Il n'a pas pensé loi terrestre. Il n'a pas pensé à la Terre en se disant, bon, sur Terre, on a des êtres humains avec des mains. Voilà. Mais dans l'univers, on n'a pas des êtres humains avec des mains. Donc, il fallait extraire cette notion, je veux dire, de main. Et donc, de balance. Alors, il s'est dit, bon, comment peut-il répondre à cette question? Bien, c'est simple. C'est simple. Enfin, du moins, lui, il l'a vu simplement. Il l'a vu simplement. Alors, il va bannir cette notion de balance. Il va bannir cette notion de balance. Pourquoi cette notion de balance, il va la bannir? Parce que si vous allez dans l'espace, vous prenez la balance ou votre main, la balance va toujours indiquer la même masse. Si vous changez, voilà, là c'est la Terre, là c'est une planète, la balance, la même balance que vous avez prise sur Terre et que vous avez été infusé dans la planète, voilà, P1, eh bien, la balance va vous indiquer la même chose ce qu'elle a indiqué sur Terre. La même chose. Donc, ce qui veut dire que il faut inventer un autre appareil qui n'est pas bon et qui ne va pas mesurer forcément cette notion voilà, de mesure par balance. Eh bien, indirectement, il a créé ce qu'on appelle un dynamomètre. Il a créé le dynamomètre. Enfin, il a fait un dynamomètre. Le dynamomètre, c'est constitué d'un ressort. Donc là,
Bon, on peut le faire dans tous les sens, hein, c'est pas un problème. Que je fasse un dynamomètre comme ceci, ou un dynamomètre comme ça, il y en a un qui est vertical, et là, l'autre, il est horizontal. C'est juste ça, rien de plus. Mais là, comment il va faire par un système, un appareil de mesure, c'est ce qu'on appelle un appareil de mesure, hein. C'est un appareil de mesure de force, hein. C'est un appareil de mesure. En fait, il va mesurer justement, grâce à ça, la comparaison. Il va faire une méthode de comparaison. La méthode est une méthode de comparaison. Il va comparer quoi? Ben, il va comparer la masse à l'accélération. Il va se rendre compte que dans un lieu, la masse, il va prendre, par exemple, il va faire un laboratoire, voilà, il va faire M, il va prendre une certaine masse, voilà, ceci, comme ceci, et il va faire un rapport d'accélération. A1 sur A. Voilà. Et ça, bien sûr, si vous êtes horizontal, c'est par une traction, hein. Donc il va faire par une traction horizontale, de telle manière que le ressort va s'allonger, bien sûr, d'une longueur constante delta L. Et on va exercer comme ça sur la masse une force F qui communique à la masse petit m une accélération petit a. À petit m, on va avoir une accélération petit a. Et puis on va répéter la même expérience avec une masse petit m1, bien sûr qui est supérieure à m, en exerçant, si vous voulez, on va exercer la même force, donc même variation de longueur, et on va observer une accélération, si vous voulez, A1, qui est plus petit que A. Et on peut faire un rapport, et ce rapport, il est constant. Tiens. Eh bien, c'est de là qu'il va tirer ce qu'on appelle la notion de... comment est-ce qu'on appelle ça? La notion de masse inerte. La masse inerte, ben, il va la tirer de là. Et dès qu'il aura défini la masse inerte, eh bien, il pourra se dire que F est égal à ma. Et ça, c'est la masse inerte. Et donc, ça veut dire quoi F égale ma? Ben, ça veut dire que la masse ici n'est pas définie, n'est pas forcément définie par rapport à la Terre, mais définie par rapport à un monde global, universel, qu'il soit dans l'univers ou pas, on aura toujours F égale ma. F égale ma. C'est-à-dire que ça, c'est une loi universelle. Elle n'est plus terrestre. Elle n'est plus terrestre. Rien qu'avec son bête ressort là, pour démontrer qu'il existe voilà, un rapport entre la masse et l'accélération. Un rapport entre la masse et l'accélération. Donc c'est une là, on peut dire que c'est une loi universelle, mais elle va dépendre de l'astre, parce que sur l'astre, il y a une certaine accélération. Donc la force ne sera pas la même suivant comment on appelle ça, l'astre. Parce que dans l'astre, il y a voilà, une accélération de la pesanteur. Chaque astre et alors on démontre que un astre qui est grand ou petit, bon, aura son accélération qui sera grande ou petite. Et donc à partir de là, bah, vous avez défini la force de pesanteur en fonction du masse inerte. Et donc la masse est définie par rapport à si vous voulez, non plus la force est définie non plus par rapport à une accélération. Elle est définie par rapport à une accélération. Parce que cette accélération, de 1, elle ne sera pas la même dans les autres astres. Donc il a pensé, si vous voulez, globalement. Il n'a pas pensé uniquement sur Terre. C'est ça l'astuce chez lui, c'est qu'il a pensé globalement, universellement. Il ne s'est pas dit, bon, je vais faire une loi
qui est voilà, valable sur Terre et rechercher uniquement une loi valable sur Terre. Non, il s'est dit, il va penser pour voilà, l'universalité et se dire, bon, cette loi-là, la force, c'est quoi? Ben, euh, c'est la difficulté de mettre une masse en mouvement. C'est la masse, si vous voulez, la masse inerte. euh, c'est En fait, ça représente une quantité, si vous voulez, d'opposition, hein. C'est ça que je veux dire. On a une quantité d'opposition que le cours de masse gravitationnel M présente, si vous voulez, à sa mise en mouvement. La difficulté de l'opposition de mettre un corps en mouvement. Elle présente une certaine masse inerte. euh, voilà. Donc ici, là, on présente la notion de force gravitante, la notion de masse inerte par rapport à voilà, la difficulté de mettre un corps en mouvement. Donc, en disant ça, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait une loi universelle. C'est une loi universelle, c'est pas une loi uniquement adaptée à la Terre, à se dire, oui, mais la masse c'est quoi? Ben, on met, c'est plus difficile de prendre du côté droite ou de gauche avec mes mains, et puis par la force des choses, avec un balancier, ben, le balancier vire vers la droite ou vers la gauche. Mais c'est plus une question de mouvement. Le fait de mettre la difficulté, l'opposition de mettre un corps en mouvement, et c'est pas ce qui manque dans l'espace. Les mouvements, c'est pas ce qui manque dans l'espace, hein. Il a vu mouvement. D'autant plus que je vous disais qu'il avait la vue sur certains savants qui étudiaient l'espace. Et l'espace, c'était des mouvements elliptiques, des planètes, etc. etc. Donc il s'est passé dans un contexte de mouvement. Donc la notion de masse dans un système, si vous voulez, en mouvement. Dans un système en mouvement. Il s'est placé dans ce contexte-là. Et à partir de là, quand il a commencé à réunir bon, la notion de le poids est proportionnel à la masse, hein, mais que la masse est une propriété intrinsèque de l'existence d'une quantité de matière. Dès qu'il y a quantité de matière, il y a une propriété intrinsèque, comme il y a d'autres propriétés, hein, pour avoir des propriétés électriques. Une charge électrique, ben, sa propriété, c'est voilà, d'avoir une charge plus Q, plus Q ou moins Q. La propriété magnétique, c'est d'avoir voilà, un pôle nord ou un pôle sud. Une propriété électrique des conducteurs, c'est avoir une résistance en ohms. La propriété d'un individu, c'est de mesurer, ben, il a des propriétés, chaque individu possède des propriétés. Il possède une taille, en fonction de, voilà, il a une taille, des couleurs de cheveux, des couleurs des yeux, en fonction de l'ADN. Bon, il y a un codage ADN, etc., qui fait qu'on a des propriétés, beaucoup de propriétés en fonction de ce que permet de faire l'ADN. Et donc, la science universelle est douée, si vous voulez, de propriétés. Est douée de propriétés. Et ces propriétés, eh bien, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont juste là pour être utilisées ou pour pouvoir voilà, être utilisées ou être utilisées. Et quand je dis être utilisé, c'est pas forcément avoir une vue sur un utilisateur humain, parce que l'espace, voilà, utilise l'interaction de propriétés physico-chimiques et électriques et même des ondes. Là, tout transparaît. Dans l'espace, tout transparaît. Dans l'espace, on a l'usage de propriétés des ondes, l'usage de propriétés électriques, mécaniques, chimiques. Bref, cette électrique, mécanique, chimique, ondes, électrique, mécanique, chimique, etc. Et ça, ce sont les interactions, et bien sûr énergie, hein, énergétique. C'est toutes les interactions que peut faire, je veux dire, ce qui se passe dans l'espace. Toutes les interactions sont là. Mais maintenant,
comme je vous disais, ça, c'est dans l'espace. C'est un, ça, c'est un domaine. C'est un domaine de l'espace. Alors que la Terre, ben, on peut utiliser ceci aussi. Pourquoi? Parce que la Terre, je vous disais tout à l'heure, que la Terre n'est qu'un simple, il fait partie du domaine. Là, on a un domaine, le domaine universel. Eh bien, la Terre fait partie intégrante d'un domaine universel, tout simplement. Il est dans un domaine. Donc, si on a l'application des lois dans un domaine, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, si on est hors domaine, je ne sais pas si les lois universelles euh, voilà, seront d'usage. Mais en tout cas, dans un domaine, c'est sûr et certain que les lois sont universelles. Et maintenant, la Terre ne fait partie que uniquement d'un domaine. Donc, ce qui est loi universelle, ben, la Terre en fait usage. Il en fait usage voilà, des propriétés qui fait transparaître les lois et les propriétés, les règles des lois universelles. Alors, je vous rappelle que la plupart des savants, ou la plupart des personnes qui ont fait des découvertes, ont fait des découvertes par rapport à l'existence de quelque chose. Hein. Ils n'ont rien inventé. Savoir qu'un conducteur a une résistance, c'est une propriété intrinsèque de... Enfin, qu'un conducteur a une résistivité, voilà, c'est une propriété intrinsèque du matériau. Hein. Voilà, celui qui a découvert la résistivité, donc fatalement, qui a fait une loi sur la résistance, R égale ρ L sur S, il a juste mis... Lui, il a juste... Je parle de Ohm, par exemple, R égale ρ L sur S, mais il a juste mis voilà, en évidence que une résistance est dépendant de la résistivité, de la longueur du fil et de la section du fil. Mais que le ρ, c'est une propriété intrinsèque du matériau. Hein. Et beaucoup de choses sont des propriétés intrinsèques. Il n'y a pas à chercher. Hein. Il n'y a pas à chercher. C'est comme si on se poserait des questions sur... je sais pas moi. Il y a des questions aussi inutiles parce que bon, les propriétés sont là. C'est comme si vous avez un programme. Voilà, ici moi j'utilise un programme. Et je me dirais, bon, pourquoi ils m'ont mis une lettre ici? Pourquoi ils m'ont mis la lettre A? Enfin, pourquoi ils m'ont mis... euh, c'est un peu comme ça, hein, je veux dire, pourquoi ils m'ont mis le crayon? Voilà, c'est un petit peu ça la question, c'est pourquoi ils m'ont mis un crayon ici, dans le logiciel. Pourquoi le crayon, il sert à dessiner, tout simplement. Pourquoi ils m'ont mis un caractère? Ben, le caractère permet de mettre des caractères. Ben, euh, les propriétés physico-chimiques, c'est ça. Hein. C'est pourquoi ils vous ont mis ça, c'est parce que c'est un outil. C'est un outil supplémentaire pour être utilisé. Voilà, qui utilise ça, c'est pas forcément les êtres humains, c'est les planètes. Parce que je l'ai toujours dit, mais ça, je l'ai toujours dit auparavant, il n'y a pas que les êtres humains qui vivent, c'est aussi les planètes qui vivent. Et ça, beaucoup de gens ne le pensent pas. Ils se disent, bon, il y a 7 milliards de personnes sur Terre, mais il y a combien de planètes? Il y a plus de, il y a plus de planètes que d'êtres humains. Hein. Et les planètes, elles sont pas là pour rien. Hein. Elles vivent en harmonie avec voilà, des interactions d'ondes, d'électricité, de mécanique, de chimique et d'énergétique. Autant ce qu'on fait, simplement, est-ce qu'elles pensent? Bon, elles n'ont pas un cerveau pour penser, mais en tout cas, elles interagissent dans le sens de phénomènes physico-chimiques. Physico-chimiques et électriques aussi, et mécaniques et d'ondes. Voilà, elles travaillent. Elles travaillent. Les planètes travaillent. Tout comme un être humain travaille. C'est simplement l'être humain a un système doué d'intelligence qui permet de créer des petites choses. Voilà. Mais qui ne vous dit pas que les planètes créent? Parce que les planètes créent. Hein, comment s'est créé voilà, la Terre la Terre, bon, elle s'est créée. Hein. Donc c'est tout un système de construction. Hein, voilà, les planètes, la Lune, la Terre, toutes les planètes se sont créées d'une certaine façon pour pouvoir avoir voilà, des interactions. Des interactions. Voilà, ceci étant dit, donc, ce qui veut dire par là que Newton, quand il a pensé la formule, euh, sa formule, ben, il a pensé loi universelle. Et donc là, quand il a trouvé ça, ben, il pouvait aller donner ceci à Kepler ou n'importe qui pour pouvoir, je m'excuse, résoudre voilà, certaines choses. Si certains savants se posaient des questions, et Newton est arrivé en donnant bon, en main une solution toute faite de ce que posait comme question
Kepler, et donc il a permis d'avancer dans la science. Et tout ça corrobore bien sûr, avancer dans la science. Et c'est pas pour rien que, bon, il y a des lois qui sont presque identiques. Alors je pense à F égale ma, et si on parle de gravitation, on aura ma va donner la force de gravitation F égale m fois g, et g est dépendant du lieu. M est dépendant du lieu. Donc, au départ, Newton, il le fait avec un ressort. Hein, il établit la loi de proportion avec un ressort. Voilà, il voit qu'il y a quelque chose qui reste constant. Oui, attention que en fait, c'est pas constant. Hein. C'est un paramètre, si vous voulez. Pourquoi c'est un paramètre? C'est pas quelque chose de constant. C'est un paramètre parce que c'est constant en un lieu, mais c'est variable suivant le lieu. C'est variable suivant le lieu. Il est constant en un lieu, mais il est variable en différents lieux. Déjà, si vous prenez en latitude, longitude, latitude, déjà ça varie un tout petit peu. Je veux dire, ça varie un tout petit peu. Mais si vous changez complètement de lieu, vous changez de planète, là, le G n'est plus le même. Sur la Lune, le G de la Lune, le G de la Terre n'est pas le même. Donc, cette loi-là, c'est une loi déjà qui est, on va dire, qui dépend du lieu. Il dépend du lieu où vous allez voilà, le faire. Alors, lui, il a fait cette loi-là. Pour retrouver cette loi-là, P est égal à mg, F est égal à mg, qui est le poids en fait. Hein. C'est le poids. Pour trouver cette notion de force qui est le poids, mais il l'a fait au travers d'un ressort, un système d'un ressort et d'une masse. Il a fait communiquer voilà, à une force. Il a fait communiquer à une masse une certaine force. Enfin, il a communiqué une force à une certaine masse et il y a eu une accélération, c'est ça que je veux dire. Il a fait communiquer une certaine force à une masse et il y a eu une accélération. Donc en fait, quelque part, il a juste tiré. Hein. Il tire, et là il a une masse, et il communique une accélération. Et puis il le fait par méthode de comparaison, il le fait 2 fois, avec une masse plus grande. Et puis il aura une accélération. En conséquence, il fait le rapport et il trouve voilà, que c'est constant. Il trouve que c'est constant. Et puis à partir de là, ben, il peut sortir cette loi-là, P est égal à mg, et là ça peut aider de nombreux savants de son époque. Son époque, notamment Kepler. Bon, mais ceci, ce que je viens de vous dire, c'est une loi universelle. C'est une loi universelle dans un domaine D. Donc je vais mettre dans le domaine D, hein, un domaine que j'ai appelé D. Domaine, ouais, je vais appeler D tout simplement pour domaine. Domaine, dom. Dans un domaine, on a à préexistence de nombreuses choses et de lois. Les lois qui régissent l'univers. Dans un domaine 2, et donc la Terre en fait partie de ce domaine, et donc les lois sont valables pour l'univers et pour la Terre, parce que la Terre est une partie intégrante du domaine de l'univers. Et donc dans la préexistence, il y a la préexistence de beaucoup de choses. Par exemple, la préexistence préexiste des champs de force. Alors les champs de force sont de diverses natures. Champs de force mécanique, et champs de force électrique. Et là, vous pouvez avoir l'analogie. Il y a une personne qui n'a pas été fort loin pour trouver la loi électrique parce qu'elle est similaire, si vous voulez, aux forces mécaniques. Pour les forces mécaniques, on aura P est égal à
mg. Bien sûr, ce P est égal à mg est dépendant, ce poids, si on va un peu plus loin, ce poids est défini en un lieu, et en un lieu, bien sûr, c'est pas parce qu'il a une distance, oui, il est défini en un lieu. Bon, alors maintenant, donc si vous changez de lieu, si on change de lieu, ça veut dire que ça va changer. Vous passez comment passer d'un lieu 1, qui est un point A, à un lieu 2, qui est un point B. Ben qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? C'est une distance. Donc, elle sera définie en fonction de la distance. Et je dirais même le carré de la distance. Le carré de la distance, donc, cette force gravitationnelle sera proportionnelle, si vous voulez, K, à l'inverse du carré de la distance. Tout comme les forces d'attraction coulombienne électrique seront proportionnelles à l'inverse de la distance. Et qu'est-ce qui va distinguer les deux? Mais c'est que là, le premier, on aura la propriété de masse en présence, puisque ce sont des grandeurs de propriétés mécaniques, des propriétés de grandeur mécanique, alors que pour les forces de Coulomb, c'est des propriétés de grandeur de charge électrique. Mais les lois sont, je veux dire, quasiment identiques, alors le cas dépend du système d'unité. C'est bien ce cas-là que ce cas-là dépend du système d'unité. Donc vous voyez que on a la préexistence des deux côtés de champs de force. On aura des champs de force mécaniques pour la force gravitationnelle, on aura des champs de force, tout comme on aura des champs de force qui vont préexister pour les forces coulombiennes. Donc dans les deux cas de figure, on a des champs de force qui préexistent. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme si je vous disais, pourquoi vous avez le crayon ici? Pourquoi j'ai le crayon ici? Mais le crayon, c'est fait pour dessiner, tout simplement. Eh bien ici, c'est pareil. On a l'existence de propriétés physico-chimiques, ainsi que l'existence, par exemple, de champs gravitationnels, de champs coulombiens, de champs gravitationnels mécaniques. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est une préexistence. Il y a l'existence qui fait que des choses préexistent. L'existence fait que des choses préexistent. L'existence, qu'est-ce que c'est? C'est l'absence de vide. Hein. L'existence, c'est binaire, c'est du binaire. L'existence, mais c'est la présence de matière. Et donc, fatalement, qui dit présence de matière, dit présence de lois universelles. Les lois universelles préexistent dès le moment où il y a l'existence de quantité de matière et l'existence de lois. Maintenant, l'inexistence de matière fait qu'on a le vide. L'inexistence de matière, c'est le vide. Et dans ce vide, mais il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi universelle dans ce vide, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Bon, ceci étant dit, je vais revenir à l'exercice. Hein. Je reviens à l'exercice. Donc on a deux sacs de billes contenant 20 et 60 billes identiques sont placés à une certaine distance. On double celle-ci pour maintenir inchangé. Bon, ce qui veut dire que je me situe dans un contexte terrestre. Je vais me situer dans un contexte terrestre. Donc, je veux dire que je suis sur Terre. Je suis sur Terre. De toute façon, même si je suis dans une autre planète, ça ne va pas changer grand-chose. De toute façon, voilà, je peux dire que je suis même dans une autre planète. Hein. Je suis sur la Lune. Je mets des billes. Donc, j'ai un sac de billes. Et là, j'ai un sac de billes. Là, il en contient 20 billes, tous de même identiques, de même nature. Hein. 20 billes. Ça veut dire que si une bille fait 1 gramme, on aura 20 grammes. Là-bas, j'ai 60 billes.
Alors, elle est caractérisée, bien sûr, sur Terre ou sur la Lune. Elles sont distantes d'une certaine distance, que je vais appeler D. Alors, les corps s'attirent mutuellement, hein. Les corps s'attirent mutuellement. Tout corps s'attire mutuellement. Donc, on aura, si vous voulez, une force de gravitation ici, une force d'attraction. Donc, on aura une force d'attraction gravitationnelle, une force d'attraction, hein. Oui, parce qu'en électricité, on a soit des attractions. Oui, ici, la force d'attraction, les corps, en électricité, à distinction de l'électricité, si je prends deux charges, s'ils sont, on peut considérer des charges de même nature, de nature différente, parce que la nature est douée de charges positives et de charges négatives. On sait avoir des charges plus, comme on peut avoir des charges négatives. Maintenant, si on a plus, moins, ça se repousse. On a une force de répulsion. Si on a plus, les charges de même nom se repoussent. On aura une force de répulsion. Voilà, la loi de l'action est égale à la de la réaction, c'est une des lois de Newton. Force de voilà la force de réaction. Oui, si je devrais être un peu plus, je n'ai pas tellement envie d'aller dans les détails ici parce que c'est juste pour vous dire que quand j'aurai du c'est répulsion. Moins, c'est répulsion. Moins, c'est attraction. Ce sont des charges électriques. Et moins c'est attraction. Donc les forces de nature électrique, à différence des forces mécaniques d'attraction universelle, de gravitation universelle, les forces électriques sont soit répulsives, soit attractives. Alors que les forces de gravitation universelle, elles sont attractives ici. Elles vont s'attirer. Donc j'ai une force F d'attraction de gravitation universelle entre les 20 billes et les 60 billes. Maintenant, je vais doubler la distance. Bien sûr, il y a une distance D. Une distance D. Et maintenant, je vais doubler la distance. Simplement, je vais mettre 2D. On double la distance. Donc, ça veut dire, en gros, doubler, c'est un petit peu ici. La distance a été doublée. Ce qui veut dire qu'on n'a plus D. Si je devais comparer D, ben, j'ai 2D. Bon, mais on n'a plus 20 billes. Hein.
pour conserver la même force de gravitation, j'aurai plus 20 billes ni 60 billes. Soit on va en enlever, soit on va en augmenter. Alors, voyons voir l'énoncé. Qu'est-ce qu'il nous disait? Mais il nous disait que deux sacs contenant 20 billes, 20 et 60 billes identiques sont placés à une certaine distance. On double celle-ci, donc c'est ce que je viens de faire, pour maintenir inchangée la force d'attraction universelle entre les sacs. Donc la force ne change pas. On ajoute et on retire les billes dans les sacs. Préciser une façon de faire en indiquant le nombre de billes ajoutées au retranché. Eh bien, vous savez très bien que là, la loi fera qu'on on a une certaine masse du sac 1, une certaine masse du sac 2, avec une constante de proportionnalité divisée par la distance au carré. La force est toujours la même. On conserve la force. On conserve la force, mais cette fois-ci, tout d'abord, là, je vais d'abord écrire la seconde loi, qui est K. La constante n'a pas changé, c'est une constante universelle. M1, M2', et cette fois-ci, la distance fait 2D au carré. Ce qui veut dire qu'on aura 4 M1, M2'. Bien sûr, ça c'est le sac M1, sac de masse M2, le sac de masse M1' et le sac de masse M2'. Alors, ça c'est une méthode de comparaison, hein, comme l'a fait un petit peu, comment il s'appelle, Newton. Il s'appelle Isaac Newton. Donc c'est sur 4D carré. Alors, maintenant, on sait bien que la force, elle est la même, puisqu'on on laisse inchanger pour maintenir inchangée la force d'attraction universelle entre les sacs. Donc, la force est la même. Voilà, si vous voulez, je veux dire qu'ici j'ai F1, on a F. F est toujours le même. Ce qui veut dire qu'il y a égalité des forces. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais écrire l'égalité des forces. Voilà. K, M1, M2 sur D carré est égal à K, M1, M2, bien sûr des primes. On a des primes. M'2 sur 4 D carré. Alors, je peux simplifier, les cas, ils sont les mêmes. Les D carrés sont les mêmes. Et on retrouve qu'on a 4 M1, M2 est égal à M1', M2'. C'est-à-dire que j'ai, si je peux faire ceci, hein, par exemple, c'est un exemple que je peux faire. Je fais un cas de figure de M1 fois 2 M2 est égal à M1' fois M2'. Voilà, et là je double M1, M1', je double M1, et M2', je double M2. Donc M1', c'est 2 fois M1. 2 fois M1, c'est-à-dire j'aurai 40 billes. Et là, je double M2, j'ai 60 billes. Alors, les billes sont toutes identiques. Si elles vaut une unité, ben, j'ai 60 unités. Hein. Pour le sac 2, j'ai 60 unités. 120. Voilà, maintenant je peux vérifier. Regardez bien. Je prends une unité, une bille, c'est une unité. Donc je vais faire K, je prends K égale 1.
dans mon système d'unité à moi. Voilà, k égale 1. Et bien, je vais mettre 20 fois 60 sur la distance, je vais mettre 1 mètre. Je simplifie tout en mettant l'unité. Hein. Je mets 1 mètre, ça fait des carrés, ça fait 1 mètre. Donc, ce qui fait 2 fois 6, ça fait 1200. Je vais comptabiliser 1200 dans mon système d'unité. Je ne vais pas appeler ça de Newton, je vais appeler ça de, voilà, une proportion de Newton. Proportion Newton, 1200, voilà. Parce que j'ai pris un système d'unité qui n'était pas le Newton. Hein. Donc, je vais dire que c'est une proportion Newton. Là, j'ai pris 4 mètres. Donc, j'ai 1. 40 fois 120. 40 fois 120 divisé par 4 mètres. Donc j'ai 1200 proportion de n. Et là j'aurai 40 fois 120, ce qui fait 40 divisé par 4, ça fait 10. 10 fois 120, 1200 proportion de n. Proportion des newtons. Pourquoi proportion des newtons? Parce que j'ai pris K qui n'était pas dans le système d'unité international. J'ai pris K, je l'ai mis à 1. Je l'ai mis à 1. Donc de toute façon, l'autre il est mis à 1 aussi, donc c'est pas un problème. Le K ici, je l'ai mis à 1. Voilà, donc il faut mettre, si vous voulez conserver la même distance, mais il faut, si vous voulez, enfin, je m'excuse, si vous voulez conserver la même force, et que vous séparez du double de la dimension, mais le second doit avoir plus de billes. C'est une question de proportionnalité, tout simplement. Ils doivent avoir plus de billes. S'ils sont plus éloignés, mais ils doivent être plus pesants, si vous voulez. C'est ça que ça veut dire. Hein. S'ils sont plus éloignés, ils doivent être plus pesants. S'ils sont plus proches, s'ils sont plus proches et qui a une certaine force, mais si vous les séparez, pour garder la même force, il faut les rendre plus pesants. Maintenant, je ne veux pas faire des conjectures, mais pourquoi les planètes sont tous grosses alors qu'elles sont à très grande distance? Là encore est une question. Hein. Toutes les grosses planètes, il y a des planètes beaucoup plus grosses que d'autres. Voilà. Ben, maintenant, il faudrait voir, voilà, s'ils ne sont pas très éloignés de certaines distances, d'autres planètes, je ne sais pas. Hein. Bon, il faudrait voir ça. Voilà, je vous remercie.